Tout à fait. Écoutez, je vais chuter très vite. Je pense que l'Afrique, dans son ensemble, a besoin de paix. Il faut que les Africains se sentent bien chez eux, au risque d'aller prendre la Méditerranée comme elle le fait. Et si cette jeunesse apprend la Méditerranée, c'est du fait de nos politiques. J'ai souvent dit dans mes émissions, sur plusieurs plateaux de télévision, que ce sont les politiques qui poussent au désordre. Quand il arrive ce genre de désordre, il va falloir qu'il y ait des forces qui arrivent à leur dire arrêtez. Ouais. On a souvent décrié les coups d'État militaires. Aujourd'hui, nous n'en voulons pas non plus. Mais dans nos constitutions, il est souvent dit que si le peuple n'a plus aucun choix et que le seul choix qui lui reste est de manifester, comme ça se fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de manière pacifique, de prendre les carrefours, de prendre des branches et de manifester, de jacasser dans la rue pour prouver qu'on est brimé, que votre droit est brimé, que vos droits et devoirs ne sont pas pris en compte par le pouvoir en place. Il est tout à fait normal qu'on laisse cette opposition-là aller de ce pas. Mais au risque de se voir shooter par des balles, comme c'est le cas en Guinée, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, je crains que les pouvoirs qui ont l'habitude de ce genre de manœuvre verront en face aujourd'hui l'administration Joe Biden, parce que le président Obama, qui nous avait dit au discours du Caire qu'il nous faudrait des institutions fortes et non des hommes forts, je pense qu'ils auront l'occasion d'apprécier ce qui se fait aussi bien en Côte d'Ivoire et en Guinée. Parce que nous allons écrire au nom du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine, qui n'est pas un parti politique, mais un cercle de réflexion par rapport au problème de l'Afrique, nous allons saisir la nouvelle administration américaine. Et je demande à tous les Africains de la diaspora, Ivoiriens, Béninois, Togolais, Congolais, de toutes les nationalités africaines, de se mettre dans un creuset pour saisir toutes les institutions et toutes les personnes capables de faire régner l'ordre et la démocratie dans nos États. Auquel cas, ils vont assister à un autre théâtre dont ils seront les spectateurs, et cela ne n'engagera que nous. D'accord. Merci, M. Hamza. Je pense que nous avons un auditeur en ligne que nous allons prendre tout de suite, avant d'aller, en tout cas, à Washington DC, écouter le président élu Joe Biden qui va s'adresser à la nation. Monsieur l'auditeur, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Comment vous appelez et puis vous nous appelez d'où? Mon nom c'est Polo. J'appelle plus précisément du GMB. Monsieur Kolo, on vous écoute. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que ça a été un bon débat enrichissant, un débat net, parce que forcément, en retour, il y a des contradictions. Et ce débat a été focalisé sur la Constitution. C'est ça. Il faut respecter notre Constitution. Ce qu'on écrit, ce qu'on se donne comme texte, ça doit être respecté. Et donc, notre frère togolais qui vient de parler, je crois, ici des Togolais béninois, je n'ai pas pour habitude d'indexer un tel ou tel de celui-là. Je veux dire que c'est pas parce que les gens n'étaient pas focalisés ou bien nos yeux n'étaient pas orientés sur la situation sociopolitique et l'actualité de son pays. Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui a fréquenté ici. Et donc, ce qui s'est passé là-bas, moi aussi j'ai des amis de son pays. J'étais contre. On a comme l'impression qu'au Togo, on est dans une principauté, dans une monarchie. Le père a fait 38 ans, le fils est venu faire 10 ans, et moi-même peut-être plus. On est dans un total de 48 ans, un peu comme au Cameroun. Et donc, c'est des situations qu'on s'est prononcé là-dessus. Moi aussi, avec mes maigres moyens, j'ai eu à financer aussi, enfin pas financer, contribuer aussi ce qui s'est passé au Togo. On l'a condamné. On a eu des débats houleux. Et moi, j'étais contre quand l'opposition togolaise s'est levée pour dire niet
à Fort Yassingbe en 2017. Mais Fort a envoyé l'armée pour tirer sur l'opposition. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. On l'a critiqué, on a condamné ça. Et je me rappelle que on a créé une petite fondation et c'est où il y a des Togolais qui sont partis voir des sénateurs pour expliquer le cas. On a fait monter des cas, des crimes perpétrés. On doit répondre de ces crimes-là. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays, dans un continent où des gens pensent que quand ils sont présidents, dans leur tête, ils sont plus des présidents, mais ils vivent dans un royaume. Et même voire même plus royaliste que le roi. Donc, c'est ce que nous sommes en train de combattre. Et c'est ça, la même chose que Ouattara est en train de faire. Et c'est fort de mes informations qui a demandé à Ouattara, qui lui a proposé que, écoute, moi je fais la même chose, la meilleure façon. Si les gens se lèvent contre toi, prends l'armée, donne-leur de l'argent, mets-les dans de bonnes conditions, ils vont mater ceux qui te gênent ton pouvoir. Sinon, Ouattara, il est strictement interdit pour lui d'être encore président. Donc, nous considérons que c'est illégal. C'est une forfaiture qui ne dit pas son nom. Il appartient au grand peuple de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités et de prendre l'exemple un peu sur les Martin Luther King qui ont marché, qui ont protesté pour la libération de ce pays. Les gens comme les Mahatma Gandhi, les gens comme le Malcolm X. Et donc, pour revenir à la question du frère, je pense que ce qu'il a dit ce soir, ça a été quand même mal placé. Et Mme Gondo l'a dit. Nous sommes des Africains après tout. L'Afrique est un continent qui est composé de 54 pays. Et donc, quand le Togo, le Mali, le Togo, le Bénin, le Cameroun les touchés, on se sent concerné. Donc, je l'interpelle à faire quand même un peu de la retenue dans ses propos. C'est pas du tout beau à voir. En Côte d'Ivoire, on a accepté tout le monde. Nous avions 12 millions d'immigrés dans notre pays. C'est du jamais vu en Afrique. On a accepté des Togolais, des Béninois qui ont fait des fortunes, d'autres ont été des professeurs, ont été des enseignants. Et c'est au faux moyen qu'aller les chercher. Il dit, je veux la compétence et les meilleures personnes pour bâtir ce pays. Moi, l'école où j'étais, c'était un Togolais qui était Togolais, mais qui avait une mère béninoise. L'école qui était à, comment on appelle ça même, à la Riviera, là, Victor Schwalcher. Il y en avait un aussi à Djamé. C'était pour un Togolais. Ils ont fait fortune comme ça dans l'enseignement. D'accord. Pour vous dire que vraiment, il ne faudrait pas qu'ils pensent que... Merci. Parce que le Togo a eu un malheur... On vous a compris, hein. Ouais. Monsieur l'auditeur, encore une fois de plus, hein. Monsieur Kolo, merci pour votre contribution. Ça a été totalement génial. Mais pour l'instant, nous allons aller à Washington. D'ici, nous allons aller, en tout cas, avec notre président élu des États-Unis, Monsieur Joe Biden, qui va essayer de faire un discours à la nation. Il va s'adresser à la nation américaine pour, en tout cas, nous dire réellement ce qu'il doit faire pour les Américains, ce qu'il va faire, en tout cas, pour que les Américains aient quand même le souffle, parce que nous sommes confrontés à une question de virus. Il y a aussi l'économie, il y a aussi du côté de l'immigration, il y a quand même beaucoup de choses qui l'attendent. Donc, si nos amis de Washington DC sont prêts, ou bien Delaware sont prêts, nous allons quand même leur céder l'antenne pour qu'on puisse écouter M. Joe Biden qui va nous parler réellement de ce qu'il a dans son discours. Je pense, bon, d'accord. En attendant qu'on ait quand même Monsieur Joe Biden, je vais échanger avec les amis panélistes qui sont avec moi depuis leur position. Est-ce que j'ai Monsieur Professeur, Monsieur Suleiman Harouna avec moi? Oui, alors, moi je suis là. Professeur est là. L'honorable Harouna. Bon, il va nous joindre tout à l'heure. Alors, Monsieur Hamza, nous sommes en train d'attendre le discours du président élu, démocratiquement élu des États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez quand même... est-ce que vous avez quand même quelque chose, une vue de ce discours, quoi qu'il en soit?
Déjà, je voudrais saluer cette maturité éternelle du peuple américain à choisir ses dirigeants et à choisir les meilleurs. Je voudrais ici déplorer quelques cas que j'ai énumérés hier par rapport à la méthode par laquelle on voulait arrêter le dépouillement. Et je salue ce soir, n'est-ce pas, le peuple américain dans son ensemble, aussi bien ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté pour le président Joe Biden, afin qu'ensemble ils puissent se donner pour des franches pour aller pour rebâtir de nouveau cette grande nation américaine que nous avions connue et qui est le chantre de la démocratie au niveau planétaire ici. D'accord. Je pense que nous devons tirer, n'est-ce pas, de cette élection-là, tout ce qu'il y a eu de positif, de mettre en dehors tout ce qu'il y a eu de négatif, et je vais profiter pour dire que cette élection du président Joe Biden devait avoir un regard sur ce que nous déplorons, nous autres, qui est en réalité cette multiplication des troisièmes mandats et des tripatouillages de nos constitutions. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci, Monsieur Hamdan Suleiman, depuis votre position. Alors, professeur, vous venez fraîchement d'arriver. Monsieur, le président Joe Biden va essayer de s'adresser à la nation américaine. Nous voulons savoir exactement, pas exactement, mais qu'est-ce que vous pouvez sentir dans ce discours? Une petite imagination? Oui, ce discours, merci beaucoup en tout cas à Serge Niawa, merci aussi à tous ceux-là qui nous regardent. Bonjour ou bonsoir à mes co-panélistes. Plus précisément, mon ami Suleiman Hamza, qui nous appelle depuis le pays du Golfe, là-bas. Le Golfe du Bénin. Donc, bon, voilà. Oui, pour le discours, nous pouvons spéculer seulement pour le moment, mais nous pensons que nous sentons que ce discours va ressembler au discours que le président américain prononce lors de ce qu'on appelle le State of the Union, c'est-à-dire le discours, n'est-ce pas, de janvier. Souvent, le 20 janvier, à la fin de l'année, au début de l'année, quand on présente donc l'état, n'est-ce pas, du pays, de la nation américaine. Je pense qu'il est obligé de présenter un discours comme ça à cause de ce qui s'est passé avant, pendant et après les élections. Il doit appeler à l'union. Il doit appeler, n'est-ce pas, au calme. Il doit appeler donc à la solidarité, à la cohésion. Il doit appeler donc au regard sur de nouvelles perspectives. Il doit appeler donc au regain d'espoir. Il doit susciter un espoir, n'est-ce pas, au niveau à tous les Américains, qu'ils soient de la droite ou de la gauche, qu'ils se reconnaissent comme Américains. Il doit insister sur le fait qu'il est le président des États-Unis d'Amérique. Il sera le président de tous les Américains. Il sera le président de tous les immigrés naturalisés américains. Il sera président de toutes les confessions religieuses. Il sera président de toutes les races, de toutes les cultures, de toutes les ethnies, de toutes les obédiences. Il sera le président, enfin, il sera le président, n'est-ce pas, des Américains. Voilà ce que je suis en train de voir, n'est-ce pas, dans le discours. Ça sera un discours rassurant, rassembleur, un discours inclusif, un discours, n'est-ce pas, qui va donner vraiment l'impression que vraiment nous sommes en train de tourner une page et qu'une nouvelle page est en train, n'est-ce pas, de s'ouvrir pour ce pays. Voilà ce que je pense et que ce discours, n'est-ce pas, comportera. Merci. Bientôt, on va écouter monsieur le président élu Joe Biden et nous allons quand même analyser ce discours. Qu'est-ce qu'il va faire pour les Américains? Alors, Madame Kondo, monsieur l'honorable, je vais quand même essayer. Je ne sais pas si on a des gens en ligne, mais pour l'instant, Madame Kondo,
Rapidement, ce discours, comment vous pouvez l'interpréter? Je ne suis pas inquiétée du tout par le contenu que je ne sais pas, mais je ne suis pas inquiétée en ce sens que dans la tradition même des Américains, quel que soit comment on conduit la campagne, parce qu'on a vu une des campagnes, pour reprendre les termes même des Américains, une des campagnes des plus nasty, seulement dès que le président Trump devait s'adresser à la nation, Allô, Madame Kondo? Est-ce que... Je crois qu'on l'a perdu. Madame Kondo, ben, on va aller du côté de Monsieur l'Honorable parce qu'on n'attend pas Madame Kondo. Il me semble qu'on l'a un peu perdu. Monsieur l'Honorable, alors le discours de Joe Biden, qu'est-ce que ça va vous dire avant d'avoir son contenu? Non, mais je pense que... Vous adressez à moi? Enfin, le décryptage, en tout cas, de ce discours est vraiment ce que le professeur semble déjà anticiper. Et donc, je ne peux que rajouter certaines thématiques à ce discours. Vous savez, c'est la tradition aux États-Unis. Et après le président élu, je dis bien président élu, parce que c'est tout un processus, donc il doit faire un discours, en tout cas pour rassurer la nation. Donc, de ce fait, c'est un discours d'abord qui sera rassurant. Et après, c'est un discours qui sera rassembleur, parce que les États-Unis, en tout cas, est divisé et il faut que le leadership de Joe Biden puisse quand même prouver ce discours de rassemblement. Ça, c'est extrêmement important. Mais aussi, dans ce discours, Joe Biden va faire état du fait que c'est vraiment la renaissance des États-Unis. C'est la renaissance des États-Unis dans, si vous voulez, le Conseil des Nations. Donc, c'est pratiquement un nouveau Amérique, une nouvelle Amérique qui est en train vraiment de souffler de nouvelles bougies. Donc, la thématique va se centrer sur cela. Et aussi, la thématique va se centrer du fait que la force percée des démocrates, c'est-à-dire le dogmatisme des démocrates, qui est au fait la social-libérale, qui n'est pas pratiquement un libéralisme extrême. Donc c'est extrêmement important. Donc ces résultats-là qu'il a eu, c'est des résultats sans précédent. Et quand vous voyez la jurisprudence électorale de ce pays, plus de 75 millions de votes, et Biden a été présent pratiquement dans tous les États et dans tous les towns, les districts, les communes. C'est inédit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été une élection vraiment participative, malgré le phénomène du Covid. Donc, nous allons voir et vraiment regarder, entendre ce discours. Et aussi, c'est un appel à la classe noire. Vous n'êtes pas sans savoir que sa colistière, Harris Kamala, est pratiquement noire, et pratiquement, c'est pratiquement un signe très fort à la minorité, et c'est pratiquement le reflet, si vous voulez, de cette diversité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est extrêmement important. Merci. C'est des signaux aujourd'hui qui prouvent que les États-Unis ne veulent pas et veulent aller dans la direction du progrès, dans la direction de cette diversité, dans la direction, si vous voulez, de cet isolement dans lequel
vraiment son prédécesseur a plongé ce grand pays. Donc, je pense que je suis très satisfait. Oui. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, je suis très fatigué. Mais la victoire se célèbre ici à Washington. C'est pratiquement la fête partout. Ici à Washington, tout le monde en parle. Vous allez dans les supermarchés, vous allez dans les restaurants, vous allez dans les clubs, vous allez dans les petits business. Partout, is over. Partout, merci l'honorable. Partout, c'est is over. Donc, voilà. Vraiment, voilà ce que je pense en attendant d'entendre ce discours. Merci. Merci. L'honorable, merci. Je pense que on va essayer de passer rapidement aux auditeurs en attendant que notre président démocratiquement élu s'adresse à la nation américaine. Je vais prendre le premier auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment vous appelez et vous nous appelez d'où? Alors, j'ai déjà téléphoné tout à l'heure. J'appelle de Paris. Donc, j'interviens encore une fois. Rappelez-nous votre nom, madame. Goualou. Marie Goualou. Madame Goualou, allez-y. Goualou. Allez-y. Oui. Donc, je m'adresse particulièrement à madame Kando. Je ne sais pas si elle m'entend. Oui, allez-y, elle vous attend. C'est moi qui avais appelé tout à l'heure toute l'Afrique en disant que le combat de la Côte d'Ivoire est un combat de toute l'Afrique. C'est vrai que le frère togolais est intervenu pour dire qu'on n'a pas entendu les autres pays intervenir dans le problème togolais. Vous avez bien repris cette affaire en disant que vous aviez fait des actions et que vous aviez participé à une certaine cotisation en donnant $100. Faites-le, Madame Kando, et vous arrêtez pas. Faites ce que votre cœur vous dit. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays stabilisé. Et comme disait l'intervenant d'avant, c'est à fait beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire qui ont travaillé. Même moi, très jeune, j'avais des enseignants qui étaient togolais et béninois. Nous ne sommes pas dans ce combat-là. Ce que vous avez dit est pris de cœur parce que vous avez fait ce qui vous a fait et vous avez fait en africaine. Vous ne l'avez pas fait parce que vous avez fait parce que vous êtes senti touché par un problème du pays africain. Je voulais dire au frère qui est intervenu qu'il n'entendait pas intervenir dans le problème de l'Ivoire, c'est son problème. Il n'intervient pas dans le problème de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il y a, c'est que nous, Ivoiriens, nous restons toujours hospitaliers. Mais sachez que si la Côte d'Ivoire coule, les autres pays de la sous-région vont couler. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Mais madame. Oui. Est-ce que vous voulez intervenir par rapport à, en tout cas, au président démocratiquement élu? Rapidement, 10 secondes. Le président démocratiquement élu de quel pays? Ici, aux États-Unis. Ah ben moi, Joe Biden, c'est mon candidat. Donc, je suis absolument contente de Joe Biden. Mais c'est vrai que après, au niveau international, c'est certainement pas... voilà. Ce sont des partisans d'Alassane Ouattara, donc on va pas aller sur ce terrain-là. Mais pour l'Amérique, c'est un très bon président. D'accord. Merci, madame. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne, rapidement? Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, en tout cas, depuis votre position. Hein? Allô? Oui, oui, bonjour. Oui, bonsoir. Rodrigue. Oui, comment vous appelez et vous nous appelez d'où? Allô, Serge, c'est Rodrigue. C'est Mawena, toujours en ligne? Oui, Mawena. D'accord. J'avais commencé à vous oublier. Alors, Mawena, rapidement, monsieur Joe Biden, président démocratiquement élu des États-Unis, va s'adresser aux Américains. Alors, qu'est-ce que vous pouvez consentir dans ce discours? D'abord, avant de commencer, j'aimerais faire comprendre clairement aux Africains qu'il faut oublier les élections aux États-Unis. C'est-à-dire que ça ne donnera rien à l'Afrique.
Les États-Unis seront toujours dans leur rôle de prédation vis-à-vis de l'Afrique. Donc n'oublions pas ça. De la même manière, les Africains ont jubilé quand Barack Obama était élu et ils ont été déçus après. C'est de la même manière qu'ils jubilent pour Joe Biden, ils seront déçus. Maintenant, Joe Biden est élu pour les États-Unis et il est venu, et nous tous nous connaissons ce qui se passe aux États-Unis, et il apporte un grain d'espoir, un gain d'espoir aux Américains qui suppose que Donald Trump n'a pas fait le travail qu'il devrait faire. La seule chose que je sais que Donald Trump aurait à dire, c'est qu'il va chercher à faire l'union du pays. Parce que clairement, nous avons un pays divisé. Si vous observez très bien, Joe Biden a près de 75 millions de voix. Mais n'oublions pas que Donald Trump a près de 71 millions de voix. Non, donc 67. C'est deux pays vraiment divisés. Donc maintenant, il va falloir se tendre les mains pour diriger le pays. Vous allez remarquer que cette division, c'est depuis Obama. Donc les républicains ont donné beaucoup de coups à Obama. Trump est venu, les démocrates ont donné beaucoup de coups. Maintenant, les républicains vont chercher à rendre le coup à Joe Biden. Nous allons observer qu'au niveau de la Chambre, les démocrates ont perdu beaucoup de voix. Bien sûr, qui vont garder la Chambre. Le Sénat, on ne sait pas encore. Mais apparemment, les républicains vont garder la main. Si jamais les républicains gardaient la main, ça voudrait dire que Joe Biden a beaucoup de travail à faire. Donc, on peut jubiler pour l'instant parce que Donald Trump a été l'objet de son propre échec. Parce que Donald Trump n'a pas gouverné comme un président responsable. C'est tout son problème. Sinon, par rapport à la politique intérieure américaine, à part le fait que Donald Trump a été quelqu'un qui a soutenu les white supremacistes, quelqu'un qui s'en fout par rapport et qui piétine, je dirais, le droit des minorités, quelques minorités, c'est-à-dire piétiner le droit. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'il y a des manifestations, il ne réagit pas en homme qui devrait unir le pays, mais il réagit selon ses propres sentiments. Il s'en fout du reste. Donc, je crois que ce sont ces genres de choses qui ont fait que Donald Trump a été frappé par le vote des Américains. Donc, apparemment, Joe Biden va chercher à tendre les mains pour pouvoir unir le pays. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je vais répondre. Merci. Parce que là, on est sur un plateau. Merci. L'honorable, je viendrai à vous. Je viendrai à vous dire que vous voulez. S'il vous plaît, je vais réagir à ça parce que on est sur un plateau. Bon, allez-y alors. Allez-y, l'honorable. La nomination de Joe Biden et aussi de Barack Obama ne va rien apporter à l'Afrique. Non, on ne peut pas dire des assertions. C'est trop facile. Est-ce que vous voyez? C'est trop facile. Oui, je voulais qu'on parle de l'élection, pas de nomination. L'élection de Joe Biden. Oui, pas de nomination. Oui, s'il vous plaît, monsieur Serge, laissez-moi lui répondre. Donc, il a parlé de l'élection de Joe Biden et il a fait une analyse comparative avec la gouvernance d'Obama. C'est de ça que je parle. Donc, en parlant comme ça, c'est oublier que il y a le MCA, le Million Challenge Account, qui est un combat extrêmement important. Et c'est avec ce combat que le Togo, dont il vient, le Bénin et d'autres pays africains bénéficient pour non seulement stimuler l'économie, mais pour avoir des garanties et se mettre au pas vis-à-vis de la démocratie. Parce que c'est le dualisme développement et démocratie qui conditionne ce paquet. Il y a l'AGOA qui favorise, si vous voulez, et tout ce qui est exporté en matière d'agriculture vers les États-Unis. Et ça, c'est pratiquement sous le leadership des démocrates, de Obama, comment dirais-je, de Clinton.
Donc, ce qui se passe aujourd'hui, quelle est la boussole par rapport auquel les pays africains se réfèrent en matière de démocratie? Ce n'est pas les États-Unis. Donc, moi, je pense que l'impact de cette élection de Biden va beaucoup impacter, je dis bien beaucoup impacter, l'Afrique. Donc, je m'arrête ici. Allô, Serge. Oui. Allô, Serge, oui. Je vais réagir rapidement en 1 minute. Je pense que M. Haruna est dans l'illusion. Lorsqu'il me parle de comment l'appelle-t-on, l'aide que les États-Unis apportent au niveau du Millennium Challenge, il n'a qu'à me dire quel pays démocratique en Afrique a reçu cet argent. Cet argent est distribué aux dictateurs. Monsieur Haruna, quand vous parliez, je n'ai pas ri, je vous ai laissé parler. Non, allez-y. Donc, écoutez ce que je suis en train de dire et soyez responsable dans la discussion. Je me rappelle très bien ici que le Millennium Challenge, l'argent, Ouattara l'a reçu ou pas? C'est pas aujourd'hui les gens qui sont là en train, les Africains qui sont là en train de lutter contre Ouattara. Donc, vous voulez me dire qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi vous attaquez Ouattara alors? Paul Gnassingbé n'a pas reçu l'argent du Millennium Challenge. Vous attaquez Paul Gnassingbé? Paul Gnassingbé est un dictateur, non? Vous le dites tout le temps. Il est dictateur, mais il a reçu l'argent. De quelle démocratie vous parlez même? J'ai comme l'impression que vous n'analysez pas la géopolitique. L'argent que les États-Unis donnent à l'Afrique, vous pensez que ce que les États-Unis prennent de l'Afrique, ça n'atteint même pas, et ce que les États-Unis donnent à l'Afrique, ça n'atteint même pas le tiers de ce que les États-Unis puissent de l'Afrique. Donc, c'est-à-dire, vous suivez ce que ces gens exposent au niveau international, et tout le monde suit les médias internationaux. Lorsque ces gens s'en vont puiser chez nous, on ne le dit pas, et c'est lorsqu'ils donnent qu'on publie ça sur les médias internationaux, et les Africains sont contents. Mais réfléchissons un peu. C'est-à-dire, Millennium Challenge, tout ce que vous dites là, si vraiment ces choses devraient aider l'Afrique, l'Afrique ne serait pas où elle est. Vous devez comprendre cela. Il faut pas seulement dire aux gens que l'argent du Millennium Challenge, vous êtes béninois, ça a aidé quoi au Bénin? Ça a aidé quoi l'argent du Millennium Challenge au Bénin? D'accord. Soyons sérieux. Merci, Mawena. Je pense que je vais aller du côté, je sais que l'honorable veut réagir, mais je vais aller un peu du côté de Suleiman Hamza, qui a quand même écouté les uns les autres. En attendant, monsieur le président Joe Biden, pour essayer de nous parler de ce qu'il y a dans son discours, parce que les Américains l'attendent. Les Américains attendent réellement ce qu'il va faire, et c'est ça qui est le plus important. Alors, monsieur Hamza, est-ce que vous voulez réagir rapidement? Oui, je vais réagir par rapport aux 2 exemples qu'a donné l'honorable Suleiman Haruna, qui sont des exemples édifiants au niveau du développement, et que notre interlocuteur balaie de la main. Déjà, pour accéder au Millennium Challenge à compte, et je parle dans le cadre du Bénin, avant d'en arriver aux 2 autres pays qu'il a cités, il y a des critères de convergence qui amènent, n'est-ce pas, un pays à être éligible à ce point-là. Vous remplissez les critères, que vous ayez une tête avec des cornes ou, je ne sais pas, un fusil à la main. Si les critères qui ont été énumérés par les États-Unis pour accéder à ces fonds-là sont remplis, on vous donne la cagnotte. Et je peux dire que cette cagnotte-là a valablement servi le Bénin. Aussi bien sous le président, je crois, c'était sous le président de Nicéphore Soglo, sous le président Boni Aï, et enfin sous le président, même le Millennium Challenge à compte, à l'issue de la dernière délégation qui est venue au Bénin, a fait des remontances par rapport à la gestion du Bénin actuellement. Et je pense que cette gestion-là du pays actuellement est en train de vouloir remettre en cause, n'est-ce pas, l'accès au Millennium Challenge à compte. Bon. Revenons maintenant dans le cas, les 2 personnes qu'il a citées, les 2 pays, pardon, qu'il a citées, à savoir le Togo, où il dit que c'est une dictature, la Côte d'Ivoire, c'est une dictature. Je reviens pour lui dire que
le Millennium Challenge n'est pas de la tête de celui qui est au pouvoir. C'est ça. Il s'agit d'un certain nombre de critères. C'est sur la base de ces critères-là qu'on accorde. Si les critères ne sont pas remplis, vous pouvez être le plus bon démocrate au monde. Les États-Unis n'ont rien à foutre de celui qui est à la tête. Le Millennium Challenge doit impacter les populations. Si cet argent-là ne peut pas impacter les populations, vous ne les aurez pas. Et il y a des critères derrière. Je reviens à la loi AGOA. Mais la loi AGOA, vous réfutez en disant que voilà, la nomination de Joe Biden n'apporterait rien, à l'instar de celle de Barack Obama. Non, moi je m'inscris en fond. Je m'inscris en fond. Parce que si vous cultivez, je ne sais pas de quelle nationalité est notre auditeur, mais si vous cultivez même un produit qui est classé ISO, c'est-à-dire conforme aux lois internationales, ce produit. D'accord, monsieur Hamza. Monsieur Hamza. Laissez-moi terminer. Est dans des conditions. Monsieur Hamza, on sera obligé de vous prendre l'antenne parce que Washington, DC, de la. Now this campaign is over. What is the will of the people? What is our mandate? I believe it's this. Americans have called upon us to marshal the forces of decency, the forces of fairness, to marshal the forces of science and the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care, the battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country. And the battle to save our planet by getting climate under control. The battle to restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot. That's all they're asking for, a fair shot. Folks, our work begins with getting COVID under control. We cannot repair the economy, restore our vitality, or relish life's most precious moments, hugging our grandchildren, our children, our birthdays, weddings, graduations, all the moments that matter most to us until we get it under control. On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. That plan will be built on bedrock science. It will be constructed out of compassion, empathy, and concern. I will spare no effort, none, or any commitment to turn around this pandemic. Folks, I'm a proud Democrat, but I will govern as an American president. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did. Let this grim era of demonization in America begin to end here and now. The refusal of Democrats and Republicans to cooperate with one another, it's not some mysterious force beyond our control. It's a decision, a choice we make. And if we can decide not to cooperate, then we can decide to cooperate. And I believe that this is part of the mandate given to us from the American people. They want us to cooperate in their interest. And that's the choice I'll make. And I'll call on Congress, Democrats and Republicans alike, to make that choice with me. The American story is about slow yet steadily widening the opportunities in America. And make no mistake, too many dreams have been deferred for too long. We must make the promise of the country real for everybody, no matter their race, their ethnicity, their faith, their identity, or their disability.
Folks, America has always been shaped by inflection points, by moments in time where we've made hard decisions about who we are and what we want to be. Lincoln in 1860, coming to save the Union. FDR in 1932, promising a beleaguered country a new deal. JFK in 1960, pledging a new frontier. And 12 years ago, when Barack Obama made history, he told us, yes, we can. Well, folks, we stand at an inflection point. We have an opportunity to defeat despair, to build a nation of prosperity and purpose. We can do it. I know we can. I've long talked about the battle for the soul of America. We must restore the soul of America. Our nation is shaped by the constant battle between our better angels and our darkest impulses. And what presidents say in this battle matters. It's time for our better angels to prevail. Tonight, the whole world is watching America. And I believe at our best, America is a beacon for the globe. We will lead not only by the example of our power, but by the power of our example. I've always believed, many of you heard me say it, I've always believed we can define America in one word: possibilities. That in America, everyone should be given an opportunity to go as far as their dreams and God-given ability will take them. You see, I believe in the possibilities of this country. We're always looking ahead to an America that's freer and more just, ahead to an America that creates jobs with dignity and respect, ahead of America that cures diseases like cancer and Alzheimer's, ahead to an America that never leaves anyone behind, ahead of America that never gives up, never gives in. This is a great nation. It's always been a bad bet to bet against America. We're a good people. This is the United States of America, and there's never been anything we've been not able to do when we've done it together. Folks, in the last days of the campaign, I began thinking about a hymn that means a lot to me and my family, particularly my deceased son, Bo. It captures the faith that sustains me, and which I believe sustains America. And I hope it can provide some comfort and solace the 230,000 Americans who've lost a loved one to this terrible virus this year. My heart goes out to each and every one of you. Hopefully this hymn gives you solace as well. It goes like this: and he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, and make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand. And now together, on eagle's wings, we embark on the work that God and history have called upon us to do, with full hearts and steady hands, with faith in America and in each other, with love of country, a thirst for justice. Let us be the nation that we know we can be, a nation united, a nation strengthened, a nation healed. The United States of America, ladies and gentlemen, there's never been anything we've tried we've not been able to do. So remember, as our grandpapa used to say when I walked out of his home when I was a kid up in Scranton, he said, "Joey, keep the faith." And our grandmother, when she was alive, she yelled, "No, Joey, spread it. Spread the faith. God love you all. May God bless America, and may God protect our troops." Thank you, thank you, thank you. Et à leur niveau, parce que il y a tellement de manque de preuves que
C'est-à-dire, ils ne veulent plus en parler. Mais, puisque c'est la démocratie aux États-Unis, chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Et moi, je dis bon vent à notre frère et qu'ils présentent leurs évidences. Si il est vrai qu'il y a eu des fraudes, la démocratie étant bien assise ici, on fera tout pour nous les montrer publiquement. Tout le monde le verra. Donc, moi, je ne m'inquiète pas pour ce qu'il est en train de dire. Et puis, souvent, vous allez remarquer que ces derniers jours, ce qu'ils sont en train de présenter comme fraude ne sont que des velléités qui sortent sur les réseaux sociaux. Il y a une seule chose qui s'est passée dans l'état de l'Arizona et que le gouverneur a reporté, c'est qu'il y avait un Trump supporter qui est venu voter 2 fois. Et on l'a pris. C'est la seule chose. Pour l'instant, on peut dire que les gens ont présenté publiquement. Hier, il y a un représentant de Trump qui disait que c'est parce qu'on a changé les lois dans les États que l'élection est tournée du côté de Biden. Et que lorsque les gens demandent, d'après les preuves, l'une des preuves, c'est qu'on a changé les lois. Et j'ai dit, mais nous savons qu'aux États-Unis, chaque État a ses droits. Chaque État a ses droits et présente ces droits-là avant que l'État fédéral ne dise quoi que ce soit. Donc, au niveau des votes, il y a une liberté qui est donnée aux États de décider de comment procéder au vote. Donc, lorsqu'ils sont en train de dire qu'on a changé des lois, mais la Cour suprême des États-Unis va aller attaquer la Cour suprême d'un État pour lui dire que mais on vous avait donné la liberté de choisir la manière, la méthode d'utiliser la méthode de faire vos votes. Maintenant, on vous demande pourquoi vous le faites comme ça. Non, il ne peut pas le faire. Merci, Mawena. Donc, je n'ai pas fini. Lorsque le monsieur parlait, vous lui demandez même s'il a fini, malgré qui c'était-tu. Bon, allez-y, Mawena. Allez-y. Okay. Donc, je disais que chacun peut venir dire ce qu'il veut. Il faut aller voir les lois dans les États d'abord. Et lorsque vous vérifiez les lois dans les États, si les États ont violé ces lois-là, là, on peut encore dire qu'il y a fraude. Même si on doit dire qu'il y a fraude, ils ont posé les lois avant les votes. Pourquoi les républicains n'ont pas refusé d'aller avec les lois bidons? Et ils sont allés, maintenant, ils viennent complaindre. Si je fais une analogie avec l'Afrique, c'est ce qui se passe exactement. On organise des élections avec des institutions bidons et nos oppositions participent. C'est pour cela que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et les Ivoiriens ont refusé de participer, c'est une bonne chose parce qu'il faut être dans la lutte, surtout en Afrique. Donc, j'aimerais dire au frère qu'il a le droit de dire ce qu'il veut, mais les États-Unis évoluent, qu'il sache qu'il n'y aura pas un changement, il n'y aura rien. Trump va bouder, après il va appeler Biden et puis la vie continue. Merci. Merci, Mawena, vous avez fini. Je peux répondre au frère qui vient de parler là. Bon, vous avez 20 secondes. Vous avez 20 secondes et vous nous dites aussi si vous avez des preuves. Parce qu'il y a des panélistes qui attendent. Non, mais, il faut nous laisser réagir. En ce qui concerne les preuves, l'autre a déjà parlé. Il est encore trop tôt de fournir des preuves. Vous convenez avec moi que la conférence de presse que le président Trump a tenue il y a seulement 2 jours, il l'a mentionné. Et donc, l'équipe de ses avocats a ça. Donc, laissons le temps au temps pour se focaliser sur les preuves et donner des évidences. Je suis d'accord avec lui quand il n'y a pas d'évidence. Mais ce que lui, il oublie, c'est que il y a un manque d'ignorance quelque part. C'est que ce que lui, il oublie, c'est qu'il y a une loi fédérale. Et c'est dommage qu'il ne l'a pas mentionné. Sûrement, c'est l'oubli. La loi dit, quand il y a un scrutin présidentiel et qu'il y a des fraudes ou bien il y a dans des zones où et qu'il y a des doutes à ce niveau-là, c'est de recompter à 0, c'est-à-dire remettre le compteur à 0 et puis reprendre des élections dans l'État de manière démocratique et crédible pour que les résultats soient clairs pour éclairer la lanterne de la population, en l'occurrence le state en lui-même.
Alors, le frère qui vient de parler, il l'a peut-être mentionné, il ne l'a pas mentionné. Non, mais il a dit. Je viens vers lui. Il a dit, il ne l'a pas dit de la façon dont vous êtes en train de le dire, mais il a dit parce que il a dit que l'État fédéral, va rappeler et comment dirais-je les gens alors. Et il est allé même illustrer la Georgia. Et la Georgia, le processus est en train de jouer. Ils vont faire un recomptage des voix parce que le score est serré. Monsieur, mon cher ami, le processus, vous avez entendu, personne n'a dit que Joe Biden est président. On dit président élu. C'est le processus. Oui. Donc, il sera président après le 20 janvier. Point barre. Maintenant, rien ne peut vous dire encore, comment dirais-je, violation des principes de la République. C'est très important. Et ce que M. Mahona est en train de dire, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. C'est des faits. Et en Georgia, effectivement, le gouverneur est un républicain. Et il a dit, et Martel, qui n'a pas vu, et comment dirais-je, des fraudes. Donc, voilà. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, dites-nous sur ce plateau, quelle est la violation des principes américains ici? Non, parce qu'on dit que Joe Biden est président élu par rapport à un factuel qui est le décomptage des voix. Point barre. Et maintenant, il y a 1 mois et demi pour faire la transition. Donc, la Cour constitutionnelle va jouer son rôle en tant que juge du litige constitutionnel. Donc, toute la question elle est là. D'accord. Si vous dites que je crois que sur ce plateau, où soit la majorité, les 75 millions d'Américains qui aujourd'hui, ou toute une nation est en train de jubiler, que si nous mesurons les effets collatéraux. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Quels effets collatéraux on ne mesure pas? Je vois. Donc, si vous parlez comme ça, vous vous mettez dans la peau. D'accord, on va aller. De ces Africains qui ne veulent pas accepter leur défaite. D'accord. Monsieur Suleiman. Moi, je n'ai pas. Oui. Je n'ai pas de problème avec la. Bon, d'accord. Mais, monsieur Kolo. Monsieur Kolo. Oui, merci. Monsieur Kolo, on reviendra tout à l'heure à vous. Monsieur Hamza, patientez-vous. Monsieur Hamza, patientez-vous. Monsieur Hamza. Non. Oui. Je vous en prie, patientez-vous. On va aller du côté du professeur parce que je distribue la parole selon l'ordre que j'ai donné. Donc, professeur, est-ce que vous voulez répondre rapidement? Allez, bon, merci. Donc, il faut donc, professeur, vous avez la parole, professeur. Oui, non, je pense que c'est simple. Il ne faut pas changer, il ne faut pas créer la question à laquelle on veut répondre soi-même. Parce que vous avez dit que vous voulez que les gens se prononcent par rapport au discours prononcé par notamment Biden et puis Harris. Mais ce n'est pas ce que je viens d'entendre de notre frère Kolo. Kolo est retourné donc dans son ancien débat où il se campe sur ses positions. Nous avons déjà débattu de cela. Je pense même que les auditeurs seront fatigués d'écouter, n'est-ce pas, les mêmes arguments parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de changement par rapport aux arguments qu'il est en train de présenter. Donc moi, je pense que même s'il n'est pas d'accord avec l'élection de Biden, il devait quand même se prononcer par rapport à son discours puisque c'est la question posée. Mais il n'a pas fait. Oui, il a fait. Il s'est prononcé. Il s'est prononcé par rapport au discours. Il s'est rapidement. Il a fait de façon éclair. Voilà. Et parce qu'il voulait coûte que coûte remettre en cause donc l'élection de Biden. Il est retourné là-bas. Moi, j'ai dit que nos téléspectateurs sont là d'écouter les mêmes arguments toute la journée. Nous avons été ici. On a débattu la même chose depuis hier d'ailleurs. Donc, et puis a suivi de la même menace que bon, les effets secondaires, tout ça là, non, il n'y aura aucun effet secondaire par rapport à cela. La Cour suprême est saisie, comme vous le dites, dès que la Cour suprême va se prononcer, c'est fini. Ça, c'est le silence. Et la Cour suprême, quelle que soit sa composition, ne va pas se prononcer pour un homme. Non, elle ne va pas se rabaisser. Nous ne sommes pas au Togo ou en Côte d'Ivoire ici. Nous sommes en Amérique,
où la Cour suprême va regarder les faits avant de se prononcer. On ne prononce pas parce que c'est Trump ou bien c'est Biden. Non, non, non. C'est les preuves qu'on va produire qui vont les guider. Pour le moment, vous continuez par promettre les preuves, mais vous n'en fournissez aucune. Et c'est là le problème. Maintenant, quant à dire que, bon, parce que le président il a dit, s'il vous plaît, combien de fois ce président n'a pas dit des contre-vérités dans ce pays? Vous voulez qu'on les compte? La télévision, les médias ont compté des centaines de millions, des milliers de contre-vérités venant de ce président. Et donc, vous prenez ces réclamations ou bien ce qu'il a dit comme vérité biblique et vous continuez par marteler, vous avez des preuves, il a dit. Il n'en a aucune et il ne pourra pas fournir, il ne pourra pas en fournir ni aujourd'hui ni demain. Ça ne viendra pas. Vous attendrez longtemps. Moi, je vous tends la main, comme Biden l'a fait. Rejoignez-nous pour aller avancer ensemble, n'est-ce pas, dans le sens donc de la consolidation de l'expérience ou bien de l'expérimentation, n'est-ce pas, de la démocratie américaine. Allons ensemble. Nous avons besoin de vous. Quittez, n'est-ce pas? Merci, professeur. Cette résistance. Quittez les tranchées. Rejoignez-nous. Nous allons aller de l'avant. Merci. Merci, professeur. Madame Kondo, rapidement, parce que Monsieur Hamza attend. Madame Kondo, est-ce que vous voulez réagir? On vous ne reçoit pas. Madame Kondo, si vous êtes en mute, est-ce que vous nous attendez? Elle nous entend, mais son micro ne met pas. Madame Kondo, allez-y. Moi, je ne l'entends pas. Hein. Madame Kondo, est-ce que... Madame Kondo? Mon micro est ouvert. Voilà. Non, bon. Mais on ne vous attend pas, Madame Kondo. Donc, maintenant, on vous attend. Est-ce que vous voulez réagir par rapport aux interventions? Oui, ce que je voulais dire, vous êtes resté sur les histoires d'arguments, mais ce que moi je veux souligner, c'est que les 4 ans de M. Trump ont brisé en quelque sorte la carrière de beaucoup de républicains et quelques démocrates. Et c'est ce que chacun de nous doit chercher à comprendre. En ce sens que tous ceux qui ont été victimes, ça fait plus de 60 personnes, beaucoup se sont retrouvés en prison. Il y en a aujourd'hui qui sont en train de chercher à utiliser ce qu'on appelle le plea bargain. C'est-à-dire, ils vont vers les autorités judiciaires pour leur dire qu'ils sont prêts à dire la vérité. Mais là aussi, ils s'enfoncent parce que s'ils disent qu'ils veulent dire la vérité pour qu'on réduise leur peine, ça veut dire que ce qu'ils ont dit, qui leur a valu cette peine qu'ils veulent réduite, ils n'ont pas tout dit. Et il y a quelque chose aussi qu'on appelle obstruction to justice. Ça veut dire qu'ils n'ont pas dit toute la vérité, ils ont empêché les gens de faire leur enquête correctement en les envoyant sur des terrains ou alors dans des situations qui ne reflètent pas vraiment tous les faits. Et alors, toutes ces personnes-là, eux aussi, ils ont des gens qui sont avec eux. Ils ont des amis et tout qui vont dans les commentaires, dans certains milieux politiques, vont faire des commentaires de façon à ce que M. Trump lui-même, dans son parti, c'est-à-dire le parti républicain, pour lequel il se réclame, toutes ces personnes-là, lui en veulent. Il y a des jeunes dedans, des gens qui ont moins de 45 ans, qui ont vu leur carrière politique, même économique, parce que c'est des gens qui avaient des cabinets de consultation, qui se sont vus aller en prison. Même s'ils ressortent aujourd'hui, il y a la confiance là qui a été détruite. Et ça sera dur de regagner la confiance de toutes ces personnes qui venaient vers eux pour leur service. Il y a même les médecins. Par exemple, son médecin qui a dit qu'on lui a envoyé un papier et lui, il a signé. Vous ne l'avez pas lu et vous vous occupez de la santé, c'est-à-dire de la vie de gens qui vous font confiance, qui vous ont choisi comme leur médecin. Il y a toute cette
tout ce processus-là, toutes ces affaires-là qui sont là, et je pense que M. Trump, comme on le connaît, il y a des vidéos même pour se moquer de lui où on lui demande de sortir de la Maison Blanche, il ne veut pas, il est en train de jouer avec les enfants, il ne veut pas arrêter de jouer. Bon, ça c'est un peu pour détendre l'atmosphère, mais pour dire que M. Trump, tout ce qu'il va faire là, ça ne nous étonne pas. Parce que c'est le gars qui ne s'est jamais avoué vaincu. C'est pour ça, sur l'émission, sur le show de notre sœur Nema, j'ai dit que la façon dont il s'est adressé à Mme Hillary Clinton en lui disant qu'elle n'a qu'à accepter sa défaite, elle a perdu, elle n'a qu'à accepter, et puis l'Amérique, we're moving on. Il n'a qu'à s'appliquer aussi, lui, cette même façon de parler, il n'a qu'à accepter, et puis, bon, la vie continue. S'il veut revenir 4 ans après pour se présenter, il n'a qu'à battre sa campagne 4 ans après, on verra. Les Américains peuvent lui refaire confiance et puis le ramener. Bon, c'est un mauvais perdant, d'accord. Mais là où je serais un peu moins, disons, plus tendre avec lui, c'est que ces 4 ans, même si c'est seulement 4 ans, ça nous a permis, ça nous a beaucoup révélé des choses. Par exemple, la supercherie au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. M. Trump est arrivé, il s'est retiré de l'UNESCO. On n'a pas trop compris pourquoi, mais après, quand il a expliqué que l'UNESCO, la France utilisait ça pour promouvoir ses auteurs et ses fascicules et imposer sa langue, et puis elle est dans une certaine magouille. Et ça nous réconforte. Parce que aujourd'hui, eux tous, il y a ce qu'on appelle l'establishment, contre lequel M. Trump est parti, parce que M. Trump, en tant qu'homme d'affaires, il n'est pas trop politicien. Et lui, c'est, comme on dit à Abidjan et sur le continent, sa bouche ne porte pas qu'à leçon. Pour dire que dès qu'il apprend quelque chose, surtout s'il sait que ça peut déranger des gens qui sont contre lui ou bien d'autres il est contre, et sa bouche pense quoi? Sa bouche ne porte rien. Donc, dès que ça tombe dans sa bouche, c'est pas fermé. Il dit ça en même temps. Madame Kondo, merci. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci, Madame Kondo. On va essayer d'aller du côté de M. Hamzan qui va vraiment intervenir. Et après Hamzan, nous allons faire un tour de table pour les mots de fin. M. Hamzan. Dans ce sens-là. Oui, écoutez, déjà, je vais apporter quelques arguments par rapport à M. Kolo. Il a dit qu'on ne devait pas prononcer à l'étape actuelle que M. Joe Biden est président élu. On devait attendre la fin du processus de dépouillement pour pouvoir le déclarer élu. Mais comment se fait-il que eux, les républicains, vont sur les bureaux de vote et empêchent le dépouillement? Si vous voulez qu'il y ait dépouillement, laissez-le. Si vous voulez qu'on ne le proclame pas, laissez le dépouillement aller à l'époque. Et c'est ce que je vous disais la fois dernière. Je vous dis que je ne trouve pas normal que dans un processus de dépouillement, d'élection démocratique, qu'on ne fasse une injection, soit-elle judiciaire ou je ne sais pas quoi. C'est pas bon pour le processus en cours. Et si, je parie que si on avait donné l'occasion au président Trump, n'est-ce pas, de permettre à la justice de faire injonction sur tous les bureaux de vote, à l'heure où nous parlons là, les États-Unis seront à feu. Parce que la pression dans l'attente des résultats, c'est quelque chose, si vous êtes dans la politique, c'est quelque chose de tout à fait insoutenable et invivable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que la Constitution des États-Unis a prévu, et la loi électorale là-bas a prévu que si vous arrivez à 270 grands électeurs, vous êtes élu président de la République, président des États-Unis d'Amérique. Mais si on arrive aux 270, ça veut dire que c'est irréversible. Quelles qu'en soient les voix que vous allez ajouter de l'autre côté, il n'atteindra jamais les 270. Donc, le problème était à ce niveau-là aussi réglé. Donc, qu'on le proclame comme président élu, le problème ne se pose pas. Vous voyez? Donc,
moi, je ne voudrais pas que les républicains, n'est-ce pas Je pense, Madame Kondo, on vous attend ici, hein, Madame Kondo. Essayez de fermer votre micro, Madame Kondo. Donc, si vous me permettez, donc, je voudrais que les républicains se mettent un peu au-dessus de la mêlée, n'est-ce pas? Qu'ils se prennent des gens un peu plus responsables. Parce que c'est à quoi qu'ils ont copié 4 ans d'administration Trump, 4 ans d'administration va-t-en-guerre, 4 ans d'insultes, 4 ans de moquerie, 4 ans de haïri, 4 ans de je ne sais pas quoi. Et ça c'est rentré dans le sang des républicains. Heureusement que nous avons un parti qui reste intègre et qui dit non, monsieur le président, là où vous voulez nous amener là, vous voulez participer à la destruction du parti républicain. Vous voulez nous amener dans un scénario catastrophe. Vous voulez ceci, vous voulez cela. Nous, tant que vous ne nous amenez pas les documents ou les preuves palpables, soit-elles auditives, soit-elles visuelles, soit-elle factice, soit-elle écrite, soit-elle, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, tant que vous ne les produisez pas, ça ne marchera pas. On ne sera pas derrière vous. Cet après-midi, à 15h, heure béninoise, j'ai vu les avocats de M. Trump aller devant la presse. Je vais parler plus précisément de l'ancien maire de New York qui a pris la parole. À qui un journaliste lui a dit monsieur, vous défendez du faux. Sortez ne serait-ce qu'une petite preuve, un petit document, ne serait-ce qu'une petite bande vidéo qui montre ce qui atteste de ce qu'il y a eu tripatouillage ou il y a eu malversation dans les bureaux de vote. Vous entendez les républicains souvent revenir en disant... Merci, M. Hamza, finalement. Non, c'est pas... C'est la mafia italienne. C'est au-delà de la mafia. C'est un truc qui est inexplicable et qui entache la démocratie américaine. Je ne souhaiterais pas voir... Et puis, il parle de dommages collatéraux. L'État américain n'est pas en guerre contre lui-même. L'État américain est en guerre contre d'autres nations qui refusent, n'est-ce pas, les principes démocratiques. L'État américain, est-ce que vous avez entendu qu'en Géorgie, ou bien Pennsylvanie, ou à Washington, ou à New York, on est un État de guerre? Est-ce qu'il y en a un État qui a déclaré, je ne sais pas moi, un État de siège, je ne sais pas quoi là-bas? D'accord. Je pense, hein. Qui ont tendance à croire qu'ils ont le monopole de la violence, que ce soit aux États-Unis d'Amérique ou en Afrique, il va falloir leur imposer la Merci, M. Hamza. C'est de nos constitutions et du respect de nos tests. Parce que le président Trump ne respecte pas la constitution des États-Unis d'Amérique. S'il la respectait, il ne ferait pas injonction dans le code électoral au vu d'aller bloquer le dépouillement. Merci, M. Hamza. S'il respectait la constitution américaine, il ne se serait jamais permis, malgré que son challenger soit arrivé à 270, alors qu'il est à 214, de croire qu'il n'a pas été élu. Et tenez-vous tranquille. Achetez-vous. Monsieur Hamza, on n'a plus de temps. Qui vont arriver ou encore creuser un gros écart. Vous allez retrouver Joe Biden même au-delà du score qui est annoncé. Merci, M. Hamza. On va faire maintenant un tour de table pour essayer de prendre vos mots de fin, parce que nous sommes limités maintenant dans le temps pour finir cette émission. Nous avons commencé avec le grand débat et nous avons commencé avec le grand débat et nous sommes allés en tout cas écouter le discours du président Joe Biden, le président démocratiquement élu des États-Unis. Nous venons quand même de parler de ce discours et de voir comment ce discours pourrait quand même réunir les Américains. Alors, l'honorable, en même temps, une dernière question à laquelle tout le monde va répondre et ça sera la fin de notre émission. Alors, l'honorable, l'Afrique va-t-elle profiter de l'élection de Joe Biden et en même temps vous donner votre mot de fin? Oui, mais c'est mon mot de fin. On l'a déjà dit, l'Afrique va pratiquement et doit profiter de l'élection
de Joe Biden à travers les nombreux programmes qui existent, dont le Millennium Challenge à compte l'AGOA et le respect strict de la démocratie, et à travers l'immigration, et à travers ce que Obama avait instauré, l'entrepreneurship, le leadership africain, et qui aujourd'hui, et je vous le dis, qui est piloté par un Sénégalais que je connais personnellement, Tion, de Ohio. Donc c'est pour vous dire que l'Afrique, va bénéficier, et l'Afrique va s'en sortir. Avec l'administration Biden, c'est pratiquement le Millennium Challenge à compte qui est en téléchargement. Donc, non, laissez-moi quand même. Donc, qui est en téléchargement, et c'est la loi AGOA, c'est l'immigration, et c'est beaucoup d'autres choses en matière d'accords bilatéraux. C'est très important. Donc, je vais finir vraiment, et je vais dire à Mme Kondo que tout ce que je veux, et pour qu'elle puisse conclure, c'est de chanter aujourd'hui le Gbonri, de Joe Biden. Donc, voilà. Merci. Madame Kondo, si vous m'entendez, nous tous ici, nous devons chanter, c'est mon Gbonri, c'est le Gbonri de Joe Biden. Donc, Joe Biden, go, 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 you are the winner. Merci, monsieur l'honorable. Aujourd'hui, is over. D'accord. Is over. Merci, monsieur l'honorable. On va aller. Just get it over. That's it. Merci. Monsieur l'honorable, Mawena, votre mot de fin. Oui. Ouais, pour moi, les élections américaines vont dans l'intérêt des États-Unis. Et j'aimerais rectifier quelque chose très rapidement que l'autre frère avait dit. Et la raison pour laquelle, lorsqu'on proclame les résultats, on dit que le président élu et le président élect, c'est parce que on veut donner quand même une marge pour les réclamations s'il y en a. Donc, lorsque le frère disait que lorsque tu atteins 270, c'est fini, c'est faux. Dans l'histoire des États-Unis, il y a une fois, j'ai oublié le nom du président. Al Gore. Vous parlez d'Al Gore? Non, ce n'est pas Al Gore. Ça va. J'ai oublié le nom, mais il y a très longtemps, hein? Il y a très longtemps. Il a atteint les 270, mais il a été rattrapé et le pouvoir lui a été retiré. Donc, c'est pour dire que on donne ce canevas-là pour régler tous les petits détails. Donc, Joe Biden, si Donald Trump présente des preuves palpables et que la Cour suprême peut aller jusqu'à éliminer certains résultats, il peut encore revenir. Mais malheureusement, dans le cas présent, il n'y en a pas. De l'autre côté, lorsque nous parlons de l'effet de l'élection américaine sur l'Afrique, moi, je réagis en tenant compte de la géopolitique et de la géostratégie de ce monde. J'avais dit que tout ce que les États-Unis font envers l'Afrique, c'est pour préserver leurs intérêts géostratégiques et géopolitiques. C'est pour dire que ce qu'ils retirent de l'Afrique, ça dépasse largement ce qu'ils donnent en Afrique. Et ils ne le font pas parce qu'il y a un président démocrate ou il y a un président républicain. Ils le font dans l'intérêt des États-Unis. Le pouvoir est tellement décentralisé ici, il y a des décisions qui sont prises que tu sois démocrate ou républicain, tu ne peux pas les passer. Bon, parlant de démocratie, regardez Ouattara. Ouattara a un soutien des États-Unis. Ce qu'il est en train de faire, il a un soutien laissons nos émotions américaines, nous soutenons Joe Biden, ouvrons les yeux et regardons clair. Les États-Unis ne soutiennent aucune démocratie en Afrique. Ils ne soutiennent aucune démocratie en Afrique, je vous le dis. Ils peuvent le dire dans la bouche, mais les dictateurs arrangent leurs intérêts. Je me rappelle, les Togolais sont allés à Washington. Ils ont dit ceci. Nous savons tout ce qui se passe dans la sous-région, mais nous avons des intérêts dans la sous-région. Ils l'ont dit. Donc, que les Africains comprennent que la géostratégie et la géopolitique obligent, nous ne devons pas compter sur ces gens-là. C'est parce que nous comptons trop sur eux que l'illusion finit par avoir raison de nous. Les Africains doivent se recroqueviller sur eux-mêmes et faire le combat de manière claire. Je vous remercie.
Merci Mawena. Monsieur Kolo, si vous êtes avec nous, votre mot de fin. Mon mot de fin, d'abord, vous remercier, vous, Monsieur Serge, toute la partie technique, et puis ceux que me demandent mes co-panélistes. Mais je voudrais dire une chose. Le moment va venir où on va faire le bilan du président Trump. J'ai entendu beaucoup de choses qui ont été dites. Je crois que c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai parce que quand des gens disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, il y a un problème. Il y a eu plusieurs accusations portées à la personne du président Trump. Et si vous remarquez bien, 85% de ces accusations, elles sont tombées d'elles-mêmes. Il est toujours sorti victorieux, comme d'habitude. Le grand Donald Trump qu'on connaît, quand il dit, il fait. Voilà. Et quand il dit, je vais gagner un combat, il va jusqu'au bout. Donc, je crois que c'est clair, je les comprends, les frères, les sœurs. Ils sont dans une idéologie de défense. C'est ça le débat. Un débat net parce que, bien évidemment, il y a des contradictions en retour. Et que ceux avec qui je suis en ce moment sont les démocrates. Mais je dis, le moment viendra, si vous pouvez essayer d'alléger nos programmes les uns les autres pour nous appeler, on va faire le bilan Trump, et puis on va faire le bilan d'Obama, parce qu'Obama fut président, et Joe Biden à l'époque, ou de lors, je dirais, était son vice-président. Puis on va aller sur de nouvelles bases, on va faire un débat là-dessus, ça va être bilan contre bilan. Voilà, sinon quand le président est venu, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, voilà, au niveau même de, comment on appelle ça même, de point de sécurité de NASA, c'est ça, non? Quand il est venu, on découvre que l'Amérique payait un peu plus. Je dis, mais vous, si vous êtes des vous êtes des Européens quand même. On ne va pas payer plus et vous allez payer moins. Il est quitté de là. D'accord. Je ne veux plus faire partie de cela. La seule condition, c'est que si on doit être là, chacun doit payer, chacun doit payer de façon équitable. Voilà. Il est quitté de là. Et plein de choses encore ont été faites sur le bilan de Donald Trump qui ont été plus positives que négatives. Mais je dis, comme c'est pas le débat qu'on a en ce moment, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que l'on en pense par rapport au discours de victoire de Joe Biden. Bon, je laisse ça comme ça. Moi, j'ai seulement noté que c'est pas normal que, bon, on est là, on est assis, on attend le résultat le lundi. On nous fait croire que le président Joe Biden, nouvellement élu par les Américains, je trouve que il n'y a pas eu de sincérité. C'est pas sérieux. Et puis, c'est être extrêmement malhonnête. Sinon, j'ai écouté les uns les autres. Je vous remercie de m'avoir passé la parole, mais je dis que désormais, si on veut parler de M. Donald Trump, parce que beaucoup de choses ont été dites, sur lui, j'ai entendu. J'aimerais qu'on fasse bilan par bilan. Voilà. D'accord. Mais je vous remercie infiniment. Merci, M. Kolo. Madame Kondo, votre mot de fin. Elle n'est pas en ligne. Monsieur Hamza, votre mot de fin. En fait, je voudrais terminer en disant ceci. Le Millennium Challenge qu'on n'est pas, c'est pas un droit. Je dis bien et je me répète, il est classifié selon un certain nombre de critères. Vous y accédez quand vous remplissez ces critères. Si vous ne les... Et parmi ces critères se trouve le critère de la bonne gouvernance, de la démocratie, etc., etc. Le Millennium Challenge n'a pas été exclusivement fait pour la démocratie. La démocratie en est un des critères. Et je voudrais que ça, là, on soit clair dessus. Le deuxième point, c'est celui de ce que le président Joe Biden a été élu président des États-Unis sur la base des résultats que nous connaissons tous. Le troisième point, c'est la gestion que le président Joe Biden et sa vice-présidente feront des États-Unis d'Amérique, tout en sachant que nous, Panafricains, ce ne serait pas un gâteau sur un plateau. Il va falloir se battre pour pouvoir arriver à
ce que les États-Unis nous concèdent un certain nombre de choses qui nous sont chères, nous, à savoir notre démocratie qui est en ce moment violée à tout va par ces chefs d'État-là sur le continent africain aujourd'hui. Le dernier point, qui est celui-là du développement, nous concerne parce que je souhaiterais que la diaspora, les élites africaines, fassent une feuille de route qu'elle peut proposer à cette nouvelle administration-là sur le plan politique, économique, socio-culturel, parce que j'estime qu'on ne fera pas notre bonheur à notre place. C'est à nous de décider de ça. Et pour décider de ça, il va falloir nous unir. Est-ce que les Africains sont unis? C'est la question que je me pose. Et pour en finir, je souhaiterais que dans l'avenir, nous observons le président Joe Biden, comme je l'ai dit précédemment, car c'est au toit de la maison qu'on connaît le vrai maçon. Merci. Je remercie tous les panélistes qui ont permis à ce que ce débat soit bien animé. Je salue la victoire du président Joe Biden et je remercie surtout celui que nous ne voyons pas souvent, Malik, qui est caché dans l'ombre et grâce à qui la magie de la technique nous permet de nous voir et de nous entendre à des milliers de kilomètres. Merci au professeur, merci à Serge, merci à l'honorable Haruna, merci à Madame Kondo et que les bénédictions divines soient. Merci l'honorable Abza. Madame Kondo. Excusez-moi. Madame Kondo est partie. Alors, merci encore pour tous ceux qui nous ont pris en marche. Monsieur le professeur, je pense que vous êtes la dernière personnalité à avoir ce mot, partant des États-Unis, en allant en Afrique, et vous revenez aux États-Unis pour quand même nous faire un beau discours, sinon je dirais un mot de fin, en tout cas, qui va, en tout cas, du droit commun de l'Afrique. Merci beaucoup, Serge Yawa, pour l'honneur, n'est-ce pas, que vous me faites donc de clôturer cette émission. Et je pense que je remercie d'abord tous les intervenants, mes co-panélistes, notamment notre frère Hamza, qui a veillé, parce qu'en Afrique, il fait déjà tard, il doit être presque matin, mais il n'a pas dormi. Cela donc prouve l'intérêt qu'il porte donc à ce qui se passe dans le monde. Et surtout ici, alors, soyez remerciés pour ça. Et donc, je remercie tout le monde, notamment mes amis Kolo, notre conservateur républicain, qui ne faiblit pas, à qui j'ai tendu la main, comme l'a fait le président Biden, pour pouvoir nous rejoindre afin, n'est-ce pas, de continuer la marche ensemble. Je n'oublie pas, bien sûr, l'honorable qui vraiment a brillé comme d'habitude, n'est-ce pas, de faire ses analyses pertinentes. Je n'oublie pas, bien sûr, Mawena Rodrigue, de l'autre côté, donc, du Minnesota, qui nous a aussi apporté, c'est pas sa touche parfaite, donc, de ces débats. Bien sûr, notre maman, notre sœur, notre nièce, notre cousine, Madame Kondo, qui a toujours été notre dame de fer, celle que moi je surnomme Nana Yassantoua, cette femme ghanéenne qui a sauvé les meubles lorsque les hommes fuyaient comme des mouches partout, l'invasion des Anglais. C'est elle qui a dit, moi je vais combattre ces gens-là, ces usurpateurs, ces pilleurs, ces gens, je vais les combattre. Et elle a fait. Alors, merci beaucoup. Alors, maintenant, quant à la question posée, M. Serge Yawa, il est vrai qu'aucune administration, qu'elle soit française ou américaine, n'est pas élue pour s'occuper des problèmes des Africains. Donc, on le comprend. Mais au même moment, je dis que ces administrations aussi ne doivent pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde. Nous sommes un village planétaire et nous avons le devoir, le droit de regard sur ce qui se fait autour de nous et loin de nous. Je vous rappelle une petite histoire. Vous savez qu'en Europe, n'est-ce pas, juste après comment l'appelle-t-on, le Moyen-Âge, il y avait eu des problèmes. L'Europe était presque en guerre presque tous les jours. Il y avait eu des traités qu'ils ont signés et ils ont dit désormais, chaque pays doit s'occuper de ses oignons.
et que personne ne doit essayer de regarder ce qui se passe dans l'autre pays. C'est ce qu'on appelle la souveraineté, le temps de souveraineté. Mais qu'est-ce que cela a donné? Cela a donné naissance à des dictateurs, à des autocrates comme les Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et autres. Vous avez vu parce que, entre-temps, les gens ont cessé de regarder ce qui se passe chez les voisins et les voisins ont pris le temps de construire des forteresses pour établir des dictatures. Notamment, et donc, c'est ce que nous voulons éviter en Afrique. Les Américains le savent, tout le monde le sait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour que les donnes soient changées par rapport à l'Afrique? Pourquoi les Juifs ont réussi aujourd'hui? Aucun président américain ne sera à l'aise s'il ne s'occupe pas de ce que les Juifs veulent. Comment en sont-ils arrivés là? Et désormais, nous les Africains ici, les Africains naturalisés qui sont là, avec nos enfants qui sont naturellement des Américains et tous, nous avons le devoir de constituer cette force-là, cette force électorale qui fait bouger, qui fait trembler, donc, n'est-ce pas, les congressmen, les sénateurs et les présidents qui seront élus. À partir de ce moment-là, si nous pouvons prouver, tel que je le sais aujourd'hui, on me dit que l'Afrique noire, les Noirs représentent, les Africains noirs représentent au moins 2 millions d'électeurs ici aujourd'hui. Aucun candidat à une élection ne va apprendre cela, il va vous négliger. Nous sommes en train de faire un travail énorme ici et j'invite d'ailleurs tous les Africains à travers les autres États de nous emboîter les pas, à créer des groupes, des packs où vous vous montrez comme nous sommes là, nous avons tel nombre d'électeurs qu'on peut proposer, qui peuvent faire l'affaire, mais en revanche, voici ce que nous voulons. Voilà le chemin que nous sommes en train de tracer pour l'Afrique. L'Afrique sera écoutée. L'Afrique sera écoutée, qu'ils le veuillent ou pas, les administrations qui vont venir, là, notamment Biden, ils vont nous écouter parce que nous avons des dettes à leur réclamer. Nous l'avons déjà commencé et je veux que chaque Africain dans son coin commence par le faire. Et ensemble, nous pourrons quand même faire changer un peu les choses. Donc, on ne peut pas se résigner en disant ça ne va rien changer. Non, le changement viendra de nous. De comment nous allons les approcher et de comment nous allons les convaincre. Nous aussi, nous avons contribué à votre élection. Il ne faut pas oublier que nous avons laissé des gens qui sont en train d'être martyrisés par des gens sans foi ni loi. Voilà pourquoi nous allons gagner cette fois-ci. Voilà pourquoi on va nous écouter. Donc, nous avons du travail à faire. Faisons-le ensemble. Si on le fait bien, nous allons aussi être écoutés parce que désormais, on ne peut plus ne pas parler de notre électorat parce que nous avons quelque chose à présenter. Voilà ce que moi je propose pour l'Afrique, pour que les administrations à venir, que ce soit Biden ou au-delà, puissent nous écouter et dire que voilà, nous voulons aussi faire en sorte que ce que ces gens-là nous disent, on puisse, n'est-ce pas, suivre ça. Au cas contraire, ils vont nous sanctionner. Voilà. Si Biden, par exemple, va faire le chou gras au dictateur, mais nous l'attendons au Carrefour, nous allons le dire et nous l'attendons pour le sanctionner. 2 millions d'électeurs, ce n'est pas petit, hein? C'est beaucoup. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce que nous attendons de l'administration sur les présidents africains. J'ai appris que les tout premiers dictateurs africains étaient les premiers à envoyer leurs félicitations dans la précipitation aujourd'hui. Ils se rivalisaient d'adresse. Qui veut être le premier à féliciter? Ils se trompent. Ils veulent s'attirer une certaine sympathie. Je leur dis qu'ils se trompent. Nous serons là, n'est-ce pas, contre tous ceux qui vont vouloir venir baratiner les gens. On va les faire découvrir, ils seront découverts ici et dénoncés. Voilà pourquoi ils ne doivent pas se réjouir parce que je suis le premier à féliciter. Et on n'en a pas besoin de leurs félicitations parce qu'ils ne sont pas élus par leur peuple. Ils ne représentent pas leur peuple. Donc, ils n'ont pas le droit de féliciter qui que ce soit. Merci. Merci, professeur. Merci à tous les panélistes, tous qui avaient participé à cette émission de Grand Débat qui vous a été apporté par votre animateur principal. Nous avons parlé des élections présidentielles aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. Vous avez été nombreux pour nous appeler. Mes chers panélistes, je voulais encore vous dire merci. Nous avons aussi disséqué le discours du président démocratiquement élu, M. Joe Biden.
nous devions atteindre, en tout cas, nous devons quand même comprendre que c'est un discours rassemblé où disaient c'est le temps de guérir l'Amérique. Soyons la nation que nous pouvons être. C'est le temps de diminuer la température de notre nation. C'est le temps de restaurer aussi l'esprit de l'Amérique. C'est aussi le temps aux Américains de coopérer. Je pense que vous avez entendu. Nous attendons maintenant Monsieur le Président démocratiquement élu dans ses œuvres au pied du mur, comme l'a dit M. Hamza. C'est ce que tous les Américains attendent. Qu'est-ce qu'il va faire réellement pour les Américains? Et aussi l'Afrique. Encore une fois de plus, Malik Sall était à la réalisation de cette émission. Quant à moi, Serge Nyawa, je vous donne tout simplement rendez-vous le samedi prochain à partir de 16h30 pour une autre édition de Grand Débat. Bonsoir chez vous. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique ne pas entrer dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.